Quel rapport peut-il bien y avoir entre le logo d'une entreprise et les intégrales? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose donc la correction d'un exercice d'anal, de bac S. Alors, je ne saurais plus exactement vous dire l'année ni le centre d'examen dans lequel cet exercice a été proposé. Mais voilà, toujours est-il qu'il rentre bien dans le thème des intégrales. Donc, c'est ainsi que je vous le propose. Alors au départ de l'exercice, on ne parle pas du tout de cette histoire de logo, ça ne viendra que dans la partie B. Dans un premier temps, on va faire une étude purement mathématique avec d'abord une approche graphique, puis un petit peu plus tard une approche plus algébrique. Et enfin, dans la partie B, on abordera cette histoire, ce contexte de l'entreprise et de son logo. Donc dans la partie A, on nous dit que f est une fonction définie et dérivable sur l'ensemble des réels, sur R. Évidemment, f' est la fonction dérivée de la fonction f. Et on nous explique que dans le plan muni d'un repère orthogonal, on nomme C1 la courbe de f et C2 la courbe de f'. On nous donne deux informations supplémentaires, le fait que le point A de coordonnées 0, 2 appartient à la courbe C1 et le point B de coordonnées 0, 1 appartient à la courbe C2. On nous propose trois situations, trois graphiques pouvant correspondre à la situation qui nous intéresse et il va falloir choisir laquelle est la bonne, trouver laquelle est la bonne, il n'y en a qu'une seule. Alors on a à chaque fois la courbe C1 qui est identique. Alors l'échelle étant un peu différente, on a l'impression peut-être que dans la situation 3, la courbe C1 est différente, mais si on y regarde de plus près, en fait, on va se rendre compte qu'il s'agit bel et bien de la même courbe. Ce qui va varier d'une situation à une autre, c'est la courbe en rouge, c'est-à-dire la courbe C2, celle qui est censée représenter f'. Donc c'est par rapport à cette courbe rouge, par rapport à la courbe C2, par rapport à la courbe donc de la fonction f', que l'on va devoir raisonner. Alors, pour pouvoir identifier quelle situation est la bonne parmi les trois, eh bien, on va se souvenir de quelque chose que l'on a l'habitude de manipuler, mais pas trop à partir d'éléments graphiques. Habituellement, c'est plutôt à partir d'éléments algébriques. On va se souvenir du lien qui existe entre la variation, les variations d'une fonction et le signe de sa dérivée. Sachant que si on nous donne sur un graphique les deux courbes, eh bien on doit à la fois pouvoir lire le signe de l'une, les variations de l'autre. Ce que moi je vois dans tous les cas, c'est les variations de la courbe C1 et donc de la fonction f. Donc je vais commencer par faire un petit tableau dans lequel je vais reporter justement les variations que je peux lire. Et ce, dans les trois situation, d'accord? Puisque la courbe C1, on a dit que c'était la même. Ce qu'on voit, c'est que la courbe C1, elle est d'abord décroissante et puis croissante dans les trois situations, d'accord? Alors, est-ce qu'on peut vraiment lire de façon précise l'abscisse du point lequel se fait le changement de variation? Difficilement. On voit que c'est entre 0 et moins 1, entre moins 1 et 0. Donc peut-être moins 0,5, quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, on va se contenter de mettre un point d'interrogation en disant que c'est entre moins 1 et 0, d'accord, pour désigner l'endroit où ça change. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit que la courbe C1, elle est décroissante, puis croissante, autour de ce point-là. Donc ça, c'est pour la fonction f, que l'on lit donc au travers la courbe bleue. Et du coup, ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude dans l'autre sens, c'est-à-dire d'habitude on détermine d'abord le signe de f' pour en déduire les variations de f, ben là on fait le contraire, puisque le théorème qui est lié à ce lien, il est réciproque, il marche dans les deux sens, et bien on va pouvoir en déduire que f' de x est d'abord du coup négative, puis positive, et que ici, on va avoir, là où le changement de variation se fait, c'est-à-dire pour une abscisse comprise entre moins 1 et 0, eh bien on a f' qui doit s'annuler. Donc déjà, ça nous permet d'éliminer au moins cette situation, la situation 3, parce qu'on voit que le signe de la fonction qui est représenté par la courbe C2 sera forcément toujours positif, puisque je rappelle que graphiquement, le signe d'une fonction se lit en regardant la position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses. Là, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses,
Donc la courbe C2 est forcément celle d'une fonction toujours positive, ce qui ne correspond pas du tout à ce que nous avons déterminé comme information à propos de f'. F' doit être d'abord négative puis positive, ça veut dire que graphiquement sa courbe doit d'abord être en dessous de l'axe d'abscisse puis au-dessus. C'est ce que l'on observe pour les situations 1 et 2, donc ça veut dire qu'il va falloir en éliminer une, on verra après comment. En tout cas, la situation C3, hop, je la supprime, elle n'est pas cohérente. Donc demeurent les situations 1 et 2, et il va falloir maintenant décider laquelle de ces deux-là est la bonne, laquelle on élimine. Alors si on regarde bien, donc, on revient ici au tableau, le changement de signe pour f', et donc pour la courbe en rouge, le basculement de en dessous à au-dessus de l'axe des abscisses doit se faire pour l'abscisse qu'on n'a pas su lire exactement, c'est-à-dire une abscisse comprise entre moins 1 et 0. Or, on voit que pour la situation 2, le changement se fait exactement en moins 1, d'accord? Et donc pas entre moins 1 et 0. Alors que pour la situation 1, c'est bien entre moins 1 et 0, et on a bien l'air de voir l'alignement entre l'extrémum local, c'est-à-dire le minimum local ici, le minimum de la fonction, et le moment où la fonction en rouge, représentée en rouge, change de signe. Donc il semble que ce soit la situation 1 qui soit la bonne, et donc la situation 2 qui soit fausse. Voilà, donc c'est tout pour cette première question. Donc on a identifié la bonne situation, c'est la situation 1, et du coup je vais venir la mettre par-dessus mon tableau ici, pour avoir un petit peu de place pour les questions suivantes. Alors à partir de maintenant, la partie A bascule dans comment dire, une approche plutôt algébrique, plus calculatoire. Alors on nous dit de déterminer l'équation réduite de la droite delta, qui serait la tangente à la courbe C1 en le point A. Alors le point A, je rappelle, je vais le surligner d'ailleurs, le point A c'est le point de coordonnées 0,2, qui est donc un point de la courbe C1. Du coup, ça veut dire qu'il faut aller chercher l'équation de forme générale d'une équation de tangente. Je rappelle que, donc c'est la question 2, je vais l'écrire ici, une tangente au point d'abscisse A, petit a, donc je vais mettre simplement en petit a, la formule c'est y égale f' de petit a, facteur de x moins petit a, plus f de petit a. La première chose à déterminer, c'est ce que vaut le petit a, d'accord? Ici, le petit a, c'est dans la phrase que j'ai prononcée tout en l'écrivant, j'ai dit que c'était le point, l'abscisse du point, d'accord? La formule que je viens de recopier ici, c'est l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse petit a. Là, on me demande la tangente en ce point A de coordonnées 0, 2. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est l'abscisse de ce point. C'est-à-dire que, mince, c'est pas ce que je voulais faire, pardon. L'abscisse du point, c'est celle-ci. Je vais enlever le trait, voilà. Et je vais rester... Voilà. Ça veut dire que, du coup, le petit a, ici, ça va être 0. Donc finalement, la tangente, l'équation réduite de la tangente que nous cherchons, c'est celle-ci. C'est f' de 0, facteur de... Je me suis trompé, pardon. Facteur de x moins 0 plus f de 0. Du coup, c'est maintenant le f' de 0 et le f de 0 dont on a besoin. Alors souvent, ce sont des calculs qui nous permettent d'obtenir f' de 0 et f de 0. C'est lorsque, pardon, j'ai du mal à parler, c'est lorsque nous connaissons l'expression de f de x et l'expression de f' de x, mais à ce stade, on ne connaît ni l'un ni l'autre. Là, il va falloir les déterminer avec ce qu'on a. Alors, vu que c'est le point A de coordonnées 0 ou 2, ça veut dire que 2, c'est l'image de 0, c'est le f de 0. Donc ça nous permet d'en déduire que f de 0 est égal à 2. Voilà. Et comme on sait que le point B de coordonnées 0, 1, eh bien, il est sur la courbe de f'. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Donc, comme on sait que
le point B de coordonnées 0, 2, il est sur la courbe de f', ben ça veut dire que 1, qui est ici, c'est l'image par la fonction f', pardon, de 0 aussi. Donc c'est f' de 0. Donc ça nous permet de dire que f' de 0 est égal à 1. Voilà. Donc du coup, si on connaît dans la formule que j'ai écrite au-dessus f' de 0 et f de 0, il n'y a plus qu'à remplacer. Donc finalement, la tangente en A, elle admet pour équation y égale f' de 0, on vient de trouver 1, facteur de x moins 0, plus f de 0 qui est égal à 2. Alors évidemment, comme ça, c'est pas joli. Le 1 fois ne sert à rien, hein, ici. X moins 0, bah, ça fait x. Donc finalement, l'équation de la tangente, c'est y égale x plus 2. Voilà. Voilà l'équation de la tangente pour rechercher, c'est-à-dire la tangente au point A d'abscisse 0. Voilà. Alors, on passe à la question suivante. Donc, je vais prendre un petit peu plus de place, donc ça je vais mettre un peu plus bas. Je vais venir ici, descendre ça pour qu'on l'ait sous les yeux. Et donc, on nous demande cette fois, après nous avoir expliqué que l'expression de la fonction est de la forme exponentielle moins x plus ax plus b. Alors c'est un classique, on ne nous donne pas toute l'expression, on nous donne quelques paramètres inconnus, mais il va falloir trouver justement la valeur de ces paramètres, du petit a et du petit b. Alors, dans la première question de cette question 3, on nous demande de déterminer la valeur de b en utilisant les renseignements donnés par l'énoncé. Les renseignements donnés par l'énoncé, c'est des renseignements qu'on a déjà exploités. Alors je vais les surligner dans une autre couleur. On va prendre du rose. Allez. Donc il y a cette information qui va être importante. Voilà. Et celle-là. Donc ça sera plutôt pour la question petit b du 3. Donc ils nous ont permis ici de venir remplacer. Et ici. Mais c'est surtout que ça va me permettre maintenant, dans cette question, de trouver la valeur de b. Parce que f de 0, certes, doit être égal à 2, on vient de le voir, mais f de 0, c'est aussi l'expression qui est là de f de x, en remplaçant le x par 0. Si f de x, c'est cette expression-là, f de 0, c'est la même chose, mais en remplaçant x par 0. Donc ça va donner exponentielle moins 0, mais moins 0 ça fera exponentielle 0, plus a fois 0 ça va faire 0, plus b. Donc là-dedans, on a exponentielle moins 0 qui vaut 1, je rappelle, exponentielle 0 ça vaut 1, a fois 0 ça fait 0, plus b égale 2. Et très vite on obtient que b est égal à 2 moins 1, c'est-à-dire b est égal à 1. Donc on a fait la moitié du chemin dans l'objectif d'obtenir l'expression complète de la fonction f de x, de la fonction f, pardon, expression algébrique. Il ne reste plus qu'à trouver la valeur de petit a. Alors on nous dit qu'il faut trouver 2, d'accord, c'est l'objet de la question petit b. Donc allons-y. Alors on ne nous donne pas d'indication, mais quand on a déjà fait ce genre d'exercice, on sait qu'on va devoir travailler avec f' de x. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement déterminer l'expression de f' de x à partir de l'expression de f que nous avons, c'est-à-dire celle-là. Alors on connaît le b, mais bon, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose au raisonnement que je vais avoir. Alors, exponentielle moins x. Exponentielle moins x, ça va donner comme dérivée moins exponentielle moins x. Pourquoi ? Eh bien parce que la formule que j'utilise ici, c'est exponentielle u, qui, quand on le dérive, donne u' exponentielle u. Ça signifie que l'exponentielle qu'on a au départ, on le retrouve à l'arrivée. Donc c'est bien ce qui s'est passé ici. Je pars d'exponentielle moins x, j'arrive à exponentielle moins x. Et en fait, ce qui s'ajoute, c'est le u' devant. Le u', c'est-à-dire la dérivée de ce que nous avons en exposant ici, donc moins 1, ou moins tout court. Ensuite, ax, ça donne a, d'accord ?
et b, qui est une constante seule, donne 0. Que je mette 1 ou que je me laisse b, de toute façon ça fera 0. Donc ça c'est f' de x. Et bien je vais faire la même chose que ce que j'ai fait dans la question précédente, mais avec f' de 0 égale 1. Donc je vais dire f' de 0, bah, c'est égal certes à 1, mais c'est aussi égal à exponentielle moins exponentielle 0, moins 0, c'est pareil, plus a. Moins exponentielle 0, bah, ça va faire moins 1, plus a égale 1. Et finalement, a est égal à 1 plus 1, c'est-à-dire, je vais descendre un tout petit peu ici, c'est-à-dire a, c'est-à-dire a est égal à 2. Donc c'est bien ce qu'on me demandait de trouver. Voilà. Donc finalement, hein, ça veut dire que l'expression de f de x, c'est la suivante, exponentielle moins x, plus ax, c'est-à-dire plus 2x, plus b, plus 1. Voilà. Bon, eh bien, la tournure de la fin de cette partie, vous allez voir, alors je vais descendre l'énoncé pour que nous l'ayons sous les yeux, va être beaucoup plus classique, on va dire. On nous demande dans un premier temps, la question 4, de déterminer une limite de la fonction f. La limite... non, je dis une bêtise, c'est la question 5, pardon. La question 5, ça sera une limite. La question 4, c'est les variations de la fonction. Alors, inutile de se relancer dans le calcul de f'. Souvenez-vous que f', on l'a déjà obtenu ici, en fonction de petit a, certes, mais comme on connaît petit a, ben, il n'y a plus qu'à remplacer, ce qui fait que f' de x est finalement égal à moins exponentielle moins x plus 2. Alors là, le signe de f' est pas du tout évident, il n'est pas non plus affine, hein, c'est pas celui d'une expression affine, c'est pas du second degré. Alors là, on est un petit peu coincé, donc dans ces cas-là, c'est ce que moi j'appelle la quatrième catégorie des types d'expressions dont on doit savoir étudier le signe. Dans ce cas-là, ben, on part sur une résolution d'inéquation. Et on va s'interroger sur, par exemple, quand est-ce que f' de x est positif ou nul. C'est-à-dire, quand est-ce que moins exponentielle moins x plus 2 est positif ou nul, et on essaye de déterminer les x qui vérifient qui sont solutions de cette inéquation. Je crois que le plus simple reste de se débarrasser de moins exponentielle moins x, mais au cas où vous n'auriez pas cette idée-là, moi je vais vous proposer une autre solution qui n'est pas forcément idéale, hein, mais moi j'aurais tendance à faire des deux côtés plus exponentielle moins x dans un premier temps, mais souvent les élèves ont tendance à vouloir conserver ce qui contient le x à gauche. Bon, c'est ce que je vais faire, donc je vais laisser moins exponentielle moins x à gauche, et je donc soustrais 2 des deux côtés, ce qui donne cette étape-là. Ensuite, je vais me débarrasser des moins. Alors pour me débarrasser des moins, donc si là, hein, alors je ne vais pas l'écrire en rouge, je vais l'écrire en vert. Si là, je suis passé de cette étape-là à cette étape-là en soustrayant 2, je vais maintenant, des deux côtés, multiplier par moins 1. Ça va avoir pour effet, dans un premier temps, eh bien, de changer tous les signes, ce qui fait que je vais obtenir exponentielle moins x et 2. Et attention, parce que ça a aussi comme effet, je vais le mettre en bleu, de changer le sens de l'inégalité. Je rappelle que dans une inégalité, ou donc dans une inéquation, c'est la même chose, et bien lorsqu'on multiplie ou qu'on divise les deux membres, c'est-à-dire les deux côtés, par un nombre négatif, et bien ça oblige à changer le sens de l'inégalité. À ce stade-là, il faut se souvenir qu'on a une règle que je vais écrire en rouge qui dit que quand on a A plus petit que B, eh bien ça équivaut à ln de A plus petit que ln de B. Ça, c'est la première chose. Ça me permet d'écrire ça. Et comme on a une autre règle que je vais encore écrire, que je vais aussi écrire plutôt, qui dit que, je vais écrire en rouge, que ln d'exponentielle de x, alors là on n'a pas x mais c'est la même chose, on a moins x, et bien c'est égal à x.
Rappelez-vous que le lien entre ln et exponentielle est proche de celui qui existe entre racine carrée et carré. Donc ce qu'il faut retenir très simplement, c'est que les deux se neutralisent, disparaissent, pour finalement ne laisser la place qu'à ce qu'il y avait dans l'exposant. Et du coup on obtient ceci, d'accord ? Et pour terminer, je vais remultiplier des deux côtés par moins 1 pour finir d'isoler le x, ce qui va me donner x ln de 2. Je multiplie par moins 1, on a dit, des deux côtés. Et du coup, ça me change le sens de l'inégalité à nouveau. Donc finalement, qu'est-ce que j'obtiens? Je m'étais interrogé au départ sur quand est-ce que f' de x est supérieur ou égal à 0, quels sont les x qui font que f' de x est donc positif, puisque supérieur à 0 ça veut dire positif, ou nul. La réponse c'est quand x est supérieur à ln de 2. Donc ça va me permettre de dresser le tableau de variation, en tout cas le tableau de signes d'abord de f', c'est-à-dire que de moins l'infini à plus l'infini, f' de x, déjà, bien, va changer de signe en ln de 2, en moins ln de 2, pardon, j'ai oublié de changer le signe ici. Si je multiplie par moins 1 des deux côtés, eh bien, ln de 2, je le montre avec le curseur, hein, j'ai oublié de changer les signes ici. Le fait de multiplier par moins 1 change les signes des deux côtés, sur les deux membres. Donc je l'ai bien fait sur le x, mais je ne l'ai pas fait sur le ln de 2, attention. Donc ce qui m'amène à écrire moins ln de 2 dans mon tableau, c'est là où se fait le changement de signe pour f'. Et donc, on obtient que f' de x est positif quand x est supérieur à moins ln de 2, c'est-à-dire pour les x qui sont au-delà de ce moins ln de 2. Donc je vais mettre un plus ici. Et donc, fatalement, je vais obtenir ici un moins. Si j'avais résolu l'inéquation f' de x inférieur à 0, c'est-à-dire f' négative, eh bien j'aurais obtenu que c'était pour les x inférieurs à moins ln de 2, donc j'aurais obtenu ce moins-là. Voilà. Bon, bah, ça me permet d'en déduire immédiatement les variations de f, et donc de rajouter la ligne correspondante dans mon tableau de variation. F est donc décroissante puis croissante, et vous noterez qu'on retrouve les variations qu'on avait identifiées graphiquement dans la situation 1 tout à l'heure, au début de l'exercice. Ici, d'accord ? On retrouve ceci, et c'est bien en adéquation avec ce qu'on avait lu graphiquement. Allez, je reviens au direct. Voilà, je vais descendre l'énoncé. Il ne reste plus qu'une question dans cette partie, c'est la limite en plus l'infini. Alors en bonus, je ferai aussi la limite en moins l'infini, qui est tout à fait faisable. Alors, la limite en plus l'infini, donc c'est la question 5, ne pose aucun problème. La limite en plus l'infini, donc sachant que f de x, je réécris son expression pour l'avoir sous les yeux, c'est exponentielle moins x plus 2x plus 1. Alors, la limite d'exponentielle moins x, quand x tend vers plus l'infini, eh bien ça va être 0. Alors pourquoi 0 ? Il y a plusieurs façons de l'expliquer, soit avec des arguments de type limite d'une fonction composée, moins x tend vers moins l'infini, exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, ben ça s'apparente à la limite d'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, et donc ça va tendre vers 0. C'est une limite de cours. Si on n'a pas envie d'en passer par là, on peut aussi se souvenir d'une propriété algébrique d'exponentielle qui dit qu'exponentielle moins x c'est la limite de 1 sur exponentielle x. Exponentielle moins x c'est la même chose que 1 sur exponentielle x, je veux dire. Et donc, quand x tend vers plus l'infini, ce qui va se passer, c'est que l'exponentielle x seule tend vers plus l'infini, c'est une limite de cours. Et 1 sur exponentielle x, bah, du coup ça va faire, par quotient, ça va faire 0. D'accord ? Ça c'est la première. Et puis, la deuxième que je vais donner, c'est celle-là. Pas réfléchir ici, ça tend vers plus l'infini, et donc par somme, on obtient la limite de notre fonction en plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc là, il n'y avait pas de forme indéterminée, pas de particulière
difficulté. C'est assez rapide et assez simple. Donc en bonus, je vais rajouter la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, puisque la fonction est définie sur R, on a dit. Alors, la limite en moins l'infini, hop, je vais essayer de faire ça proprement, voilà. Alors là, par contre, on va être sur une forme indéterminée, puisque l'expression de f de x, c'est l'exponentielle d'abord, l'exponentielle en moins l'infini. Si le x tend vers moins l'infini, moins x va tendre vers plus l'infini. Et donc exponentielle moins x va tendre aussi vers plus l'infini. Et le 2x plus 1, lui, si le x tend vers moins l'infini, va tendre vers moins l'infini. Donc on sera sur une forme indéterminée de la forme l'infini moins l'infini, que j'écris entre guillemets parce que on n'a pas le droit normalement d'écrire ce genre de choses. C'est un abus de langage. Donc il va falloir trouver un moyen de lever cette indétermination. Alors, on va utiliser une méthode archi-classique dans ce genre de situation. On se doute que l'exponentielle est la plus forte dans cette situation, comme souvent. Et bien, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'exponentielle en facteur. Sur l'expression de f. Sur le premier terme, il va rester 1. Sur les deux autres termes, il n'y a pas l'exponentielle, donc du coup, on va faire ceci, c'est-à-dire quotienter par exponentielle. Voilà, donc ça c'est archi classique, je ne reviens pas dessus. Voilà. Et ensuite, je vais me souvenir que exponentielle moins x, je l'ai utilisé tout à l'heure sans l'écrire, exponentielle moins x, c'est pareil que 1 sur exponentielle x, et par conséquent, 1 sur, je vais mettre un et, 1 sur exponentielle moins x est égal à exponentielle x tout court. D'accord? En gros, l'un et l'autre sont inverses. Exponentielle moins x et exponentielle x sont inverses l'un de l'autre. Donc l'un, c'est 1 sur l'autre à chaque fois. Bon, ça me permet d'écrire... alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bon, pas forcément. Mais d'écrire en tout cas que y a un terme sur lequel ça m'intéresse, deux termes sur lesquels ça m'intéresse, pas tant le premier, je vais le laisser comme ça, mais c'est surtout dans la parenthèse où j'ai envie d'écrire le quotient à chaque fois, comme ça. Voilà. Je viens d'utiliser finalement plutôt celle-ci, à la fois là et là. D'accord ? Alors, à ce moment-là, il n'y a plus de forme indéterminée, parce que l'exponentielle moins x, si le x tend vers moins l'infini, le moins x tend vers plus l'infini, et donc l'exponentielle tend vers plus l'infini aussi. Et dans la parenthèse, qu'est-ce qu'on a? L'exponentielle, tout seul, tend vers 0, puisque quand x tend vers moins l'infini, limite de cours, exponentielle x tend vers 0. Et on a une autre limite dans le cours, c'est celle de x exponentielle x. Alors en vrai, on a x puissance n exponentielle x dans le cours, mais du coup ça marche pour n égale 1, et donc x exponentielle x va tendre aussi vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc tout ça je vais l'écrire. Je vais écrire que limite de exponentielle moins x quand x tend vers moins l'infini, eh bien ça fait plus l'infini. Je vais écrire que la limite de x exponentielle x est égal à 0 aussi, quand x tend vers moins l'infini. Ça, c'est le cours. Le 1, j'en parle pas parce qu'il aura aucune incidence. Enfin, si, il en aura une quand même. Mais... voilà. Ah zut, à chaque fois je me fais avoir. Voilà. Donc, à ce stade, on peut dire que la limite de la parenthèse, du facteur qui est entre parenthèses, c'est-à-dire 1
plus 2. Alors le fait qu'il y ait le 2 ne change rien sur ce terme-là, d'accord? Si x exponentielle x tend vers 0, 2x exponentielle x tendra vers 0 aussi. Donc toute la parenthèse tend vers, par somme, on a 0, 0 et 1, donc ça fait 1. Et du coup, par produit, si je prends en accolade tout ça, 1 et plus l'infini va me donner la limite de f de x. Et ça va donner plus l'infini. Voilà, quand x tend vers moins l'infini. Donc voilà, c'était ma question bonus, la limite en moins l'infini, ce qui me permet de compléter finalement le tableau. Je vais mettre du bleu ici, non du vert plutôt. Je vais mettre les limites, on a trouvé plus l'infini à la fois ici et ici. Alors j'ai pas calculé f de moins ln de 2, mais c'est ce qu'il faudrait mettre ici si jamais on voulait être parfaitement complet. C'est tout pour cette partie A, on va passer à la partie B. Alors, partie B, on arrive justement à cette histoire de logo de l'entreprise. Alors, pas tout de suite, au début de la partie, on nous parle d'une fonction, la fonction G. La fonction G, c'est... je vais écrire partie B. Ah, c'était pas en vert que je voulais écrire, c'était en noir. Partie B. Voilà. Alors, la partie B, on nous parle de la fonction G qui correspond à la différence entre l'expression de la fonction f de x, moins x plus 2. Je vous ferai remarquer que x plus 2, c'est en rapport avec l'équation réduite de la tangente qu'on a trouvée tout à l'heure. Rappelez-vous, on avait trouvé, je vais l'effacer après, on avait trouvé y égale x plus 2. Alors en fait, le fait de soustraire f de x moins x plus 2 algébriquement, graphiquement, pas graphiquement, d'habitude on le fait dans le cadre de l'étude de la position relative d'une courbe par rapport à une autre courbe, pardon. J'ai bugué, je recommence. Je voulais dire, d'habitude, quand on soustrait deux expressions de fonctions, eh bien, c'est pour étudier la position relative entre les courbes de ces deux fonctions. Là, c'est un petit peu ça aussi, et on va voir pourquoi. Alors, d'abord, on nous dit montrer que la fonction g admet 0 comme minimum sur R. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va expliciter un petit peu l'expression de la fonction g en remplaçant f de x par son expression. Alors, c'est moins exponentielle moins x plus 2x plus 1 moins x plus 2. Alors, j'enlève les parenthèses, ce qui fait que ça fait moins x moins 2. Donc, il y a l'exponentielle qui reste. 2x moins x, ça fait x. Plus 1 moins 2, ça fait moins 1. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait étudier les variations de cette fonction. Donc, je vais calculer g'. Donc, c'est la question 1, petit a. Je calcule g'. G', ça fait f' de x. N'importe quoi, pardon. Ça fait moins exponentielle moins x plus 1. Pourquoi? L'exponentielle, on a déjà vu tout à l'heure que ça donnait moins exponentielle moins x. X, ça donne 1 et moins 1 donne 0. Et rebolote, je refais une équation pour avoir le signe de g'. Je vais aller un petit peu plus vite que tout à l'heure. Donc je m'interroge sur quand est-ce que moins exponentielle moins x plus 1 est positif ou nul. Pour savoir quand est-ce que g' est plus, en fait, dans le tableau. Donc je soustrais 1 des deux côtés, ça me donne ça dans un premier temps. Je multiplie par moins 1 des deux côtés. Attention, il faut changer les signes, mais du coup, changer le sens aussi de l'inégalité. Ça donne ça. Ensuite, j'utilise ln des deux côtés. Ça donne ln exponentielle, ça fait moins x tout court. Il se neutralise. Et à gauche, ça fait ln de 1. Et je rappelle que ln de 1 vaut 0. Donc ça fait moins x inférieur à 0. Ou encore, en remultipliant des deux côtés par moins 1, on change le sens d'inégalité. Le moins x devient x, et 0, même en changeant le signe, il reste 0. Donc finalement, ça veut dire que notre fonction g' sur R, donc entre moins l'infini et plus l'infini, va changer de signe
en 0. Elle va être positive, puisqu'on est parti sur G', G' supérieur à 0, donc plus, bien quand X est positif aussi, c'est-à-dire au-delà de 0, donc sur cette partie-là, donc ici. Et donc moins ici. Donc ça c'est pour G' de X. Ce qui veut dire que G va bien avoir un minimum en 0, puisque finalement G va être décroissante et croissante. Et donc on voit bien que ici, alors je vais faire une flèche comme ça, on va bien avoir un minimum, d'accord? Et c'est bien un minimum en 0, en x égale 0. Bon, ben ça justifie que, voilà, je vais venir là, hop, ça justifie que la fonction g admet 0 comme minimum sur R, donc ça veut dire que g est toujours positive, d'accord? Et si g est toujours positive, souvenez-vous, vu que g c'est la soustraction, c'est la différence entre l'expression de la fonction f et celle de la tangente qu'on a trouvée tout à l'heure, eh ben ça signifie que la fonction f, ou plutôt sa courbe, sera toujours au-dessus de celle de la... Enfin, sera toujours au-dessus de la tangente. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le dessin. D'accord? On voit bien que la courbe, on avait la situation 1 qui nous montrait tout à l'heure, bien qu'on n'avait pas la tangente, maintenant que j'y pense, mais du coup sur ces dessins, on voit bien que la courbe de la fonction f est toujours au-dessus de la tangente, sauf évidemment là où il y a le phénomène de tangence, puisque à cet endroit-là, les deux courbes se touchent, d'accord? Il y a un contact. Mais du coup, le reste du temps, la courbe de f est toujours au-dessus de la tangente. Alors, pourquoi on nous fait déterminer ça? Bah, d'ailleurs, je viens de répondre à la question petit b, donc je vais l'écrire. Petit b, ça signifie que C1 est au-dessus de la tangente qui s'appelle delta, du coup, je n'avais pas utilisé la notation de cette tangente au début de l'exercice, mais bon voilà, est au-dessus de delta sur R. Bon, je devrais préciser, sauf en 0 où c'est le point de contact entre les deux éléments graphiques, entre la courbe et la tangente. Et ça, ça va nous permettre de répondre à la deuxième question, qui nous demande de calculer en unité d'air l'aire de la partie du logo qui est colorée en gris. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, le logo correspond justement au domaine délimité par la courbe de la fonction f, sa tangente ici, et puis deux parties, deux bornes finalement verticales à gauche et à droite qui correspondent en fait à x égale moins 2 et à x égale 2. Alors en fait, typiquement, quand on nous demande l'aire d'un domaine qui est compris entre deux courbes, eh bien, il s'agit de faire l'intégrale, de calculer l'intégrale de la fonction résultant de la différence entre les deux fonctions concernées par les deux courbes. Donc là, on a f, on a delta dont l'équation est y égale x plus 2, et bien on va faire l'intégrale de... Alors c'est toujours en premier celle qui est au-dessus, moins celle qui est en dessous. C'est pas très correct ce que je viens de dire, mais c'est pour que vous compreniez. D'où l'intérêt d'avoir étudié la position relative des deux courbes au départ. Donc du coup, finalement, l'aire qu'on cherche, eh bien c'est l'intégrale de moins 2 à 2, puisque ici on a moins 2 et ici on a 2, je l'ai écrit sur le dessin, de f de x moins x plus 2. Autrement dit, de la fonction g, d'accord? Donc cette aire, c'est moins 2 à 2 l'intégrale de g de x, dx. L'expression de g, on l'a déterminée tout à l'heure, on a trouvé exponentielle moins x plus x moins 1, si je dis pas de bêtises, je vais aller vérifier. G, elle est, alors ça c'est g', elle est ici, plus x moins 1, donc c'est bien ça. Donc, reste plus qu'à calculer cette intégrale pour finir de conclure cet exercice. Alors, je rappelle que l'étape suivante, c'est crochet. On reporte les bornes sur le crochet de droite.
Et ici, on détermine une primitive de la fonction en question. Donc le terme le plus simple, c'est le dernier, moins 1 qui donne moins x. X, c'est la dérivée de 1 demi de x carré. Donc une primitive, c'est 1 demi de x carré. Et exponentielle moins x, eh bien, c'est moins exponentielle moins x. Alors c'est comme la dérivée. Je vous laisse vérifier que ça marche. Alors du coup, si je devais dériver l'exponentielle tout seul, ça donnerait moins exponentielle moins x. Et comme j'ai un moins devant, le moins et le moins vont se neutraliser pour donner un plus. Et donc, ça nous redonnerait bien ce que j'ai ici. Donc ça marche bien. Reste plus qu'à remplacer les bornes dans l'expression, en commençant par celle du haut. Donc ça fait moins exponentielle moins 2, plus 1 demi de 2 au carré, moins 2, moins, alors je pense à mettre des parenthèses, parce que sinon on aura des problèmes aussi, moins exponentielle, moins 2, donc ça fera plus à terme, plus 1 demi de, petit bug, de moins 2 au carré, moins 2. Voilà. Alors on y va pour finir ce calcul. Alors 1 demi fois 2 au carré, ça va faire 2. Donc là on a le moins exponentiel moins 2 qui lui bouge pas pour l'instant. Plus 2, moins 2. Bon déjà ces deux là vont disparaître. Après j'enlève les parenthèses. Donc là c'est un 2, on ne voit pas très bien. Hop, ici, voilà. Donc ça va faire plus exponentielle 2 du coup, parce que dans l'exposant, moins ça fait plus. Là ça va redonner 2, puisque le moins 2 au carré ça va faire plus 4, mais divisé par 2 ça fait 2. Si j'enlève les parenthèses, ça fait moins 2. Et sur le dernier terme, on avait moins 2, donc ça fait plus 2, mais en enlevant les parenthèses, ça change le signe, donc ça refait moins 2. Voilà. Au final, alors je vais faire ça, je vais barrer les deux qui sont là. Il va rester l'exponentielle de e, moins l'exponentielle moins 2, moins 4. Voilà. Et si j'en veux une valeur rapprochée, puisque je crois que c'est... Donc ça c'est la valeur exacte, mais on nous demande un arrondi à 10 moins 2 du résultat. Et bien je passe par la calculatrice et je vais aller taper exponentielle 2. Alors exponentielle est toujours en miroir avec la touche ln, elle est là, donc seconde. Voilà. Exponentielle 2, moins exponentielle moins 2. Moins 4 ? Oui, moins 4. Ah, il a tout mis en exposant. Je me fais avoir à chaque fois. Je vais annuler, je vais tout recommencer. Donc, exponentielle 2, moins exponentielle moins 2, moins 4. Et donc, on est sur 3,25 arrondi à 10 moins 2. Donc, environ égal à 3,25. Ce sont des unités d'air, il n'y a pas d'unité spéciale dans cet exercice, donc on s'en tient à unité d'air. Donc ça signifie que l'aire du logo, qui est donc l'aire du domaine compris entre la courbe et sa tangente, entre les bornes moins 2 et 2, eh bien, elle est environ égale à 3,25 unités d'air. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Il était un petit peu long, je le reconnais. Mais voilà, j'espère que j'aurai été assez clair. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et une prochaine correction d'exercice. Allez, au revoir.